Bonjour à tous les internautes présents, merci d'être nombreux en direct. Vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Assurance TV. Nous allons aborder cet après-midi le sujet de la complémentaire santé et des services associés. Complémentaire santé, les services santé plus qu'une intention, une nécessité. C'est le titre de notre plateau. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Christian Acquenin. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes chef de région Provence Généralie. C'est cela, le marché de la protection sociale. Dominique Noélec, vous êtes associé au sein de Théorème, un courtier en assurance. Bonjour, oui, tout à fait. Bonjour Dominique. David Olivier Nuzel, pardon, vous êtes président de MCDF, la mutuelle de la civile de la défense. Bonjour. C'est dur à dire. C'est bien, c'est bien. Et Jean-François Tripodi, bonjour Jean-François, vous êtes directeur général de Carte Blanche Partenaire. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être sur le plateau. Le secteur de l'assurance santé n'en est pas à sa première réforme, vous le savez tous, mutuelle obligatoire pour tous les salariés, mise en place des contrats responsables, instauration du 100% santé en 2020, la prise en charge des soins par les mutuelles ne cesse d'évoluer. Ma première question va être relativement simple et elle concerne tous nos invités sur ce plateau. Elle va être un brin provocante, cette première question. D'après vous, les garanties complémentaires santé sont-elles aujourd'hui proches de l'uniformisation, voire de la banalisation? David, je vous laisse la main. Je ne sais pas si vous êtes provocant, mais en tout cas, aujourd'hui, vous faites preuve d'un principe de réalité. Elles se ressemblent ? Elles se ressemblent pas toutes dans tous ces visages, mais force est de constater aujourd'hui qu'on a un pouvoir normatif autour de l'offre santé qui est assez fort. Je crois qu'on peut tous en convenir. Vous avez parlé de l'accord national interprofessionnel. Vous avez parlé du 100% santé, ou du RAC 0. On peut parler aussi de la complémentaire solidaire qui se met en place. On voit que quand même, il y a une certaine forme d'universalisation, je ne sais pas. En tout cas, elles rentrent tous dans le même créneau. Et la difficulté après qu'on peut avoir, c'est comment justement on fait la différence entre ces offres, surtout qu'on n'en est pas toujours au niveau des comparateurs. C'est un autre débat, mais ça peut être intéressant à un moment d'en parler. Aborder. Christian, vous partagez ce point de vue chape de plomb, banalisation, uniformisation, vous l'appellerez comment? Alors, je dirais qu'effectivement, votre question est assez provocatrice. Alors, effectivement, on peut parler d'une certaine uniformisation, avec 100% santé et l'ANIC qui ont complètement bouleversé le marché, changé la donne. Et c'est là qu'on se retrouve, si on veut rester dans un cadre responsable, avec effectivement des limites de garantie. Et là, oui, il y a une certaine uniformisation. Le pendant de cela, c'est que les garanties, parfois, sont insuffisantes. Donc, effectivement, on assiste aussi à des options, à l'acquisition de surcomplémentaires, bien sûr, qui viennent renforcer les garanties. Ça, c'est pour la partie, effectivement, uniformisation. On peut également, sur la partie banalisation, je mettrais un bémol, c'est-à-dire qu'on a plutôt un changement d'approche de la couverture santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui évolue, le monde change, et finalement, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on ajuste, comment est-ce qu'on évolue avec cet écosystème. Donc on est davantage à jouer sur autre chose, en tout cas que les garanties et le prix, qui étaient les éléments traditionnels de différenciation. On verra si ça le reste toujours tout à l'heure. Dominique, vous êtes courtier, vous avez les entreprises au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Banalisation aussi de votre côté? Alors oui et non. Il est évident que entre le panier de soins d'un côté et puis les plafonds des contrats responsables, pardon, le législateur a enserré les garanties. La marge de manœuvre est quand même ultra limitée, c'est le moins qu'on puisse dire, non? On a resserré le calibre des garanties. Ceci dit, je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre à l'intérieur des régimes obligatoires. Il y a également les surcomplémentaires. Dans la pratique, chez Théorème, on observe, lorsqu'on fait l'analyse de la consommation médicale des salariés de nos clients, on prend les actes, on les classe par ordre croissant, du moins coûteux au plus coûteux. On trace la ligne du remboursement de la sécurité sociale, de la garantie, et on voit de quelle façon les assurés sont couverts. Le sont-ils, correctement? Y a-t-il des trous dans la raquette? Le sont-ils insuffisamment? On fait ça garantie par garantie, et on observe qu'on a encore une marge de manœuvre
pour travailler sur des régimes obligatoires qui soient sur mesure. Et puis au-delà, il y a effectivement les surcomplémentaires qui ont un rôle important, et notamment là où on observe encore des dépassements d'honoraires très importants. Je pense aux actes chirurgicaux, où là, la barre fatidique des 200% de la base en remboursement, y compris la Sécu, est loin de suffire pour couvrir un acte chirurgical qui peut être très coûteux. Alors une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'aujourd'hui, il existe les outils juridiques, réglementaires, pour qu'à la faveur d'une réforme, d'une nouvelle réforme, on augmente le plafond, on opère un transfert de charge de la sécurité sociale sur les complémentaires, donc sur les assureurs, et donc payé, financé par les assurés sociaux et les entreprises. Et puis on peut aussi abaisser le plafond, de manière encore à réduire le calibre de la complémentaire santé. On a eu le cas avec la réforme 100% santé, où le maximum remboursable pour la monture est passé de 150 à 100 euros. Voilà. Bon, c'est un exemple très frappant. Ouais. Jean-François Trépaudy, on a parlé des contrats collectifs, des contrats individuels aussi de cette façon. Vous avez effectivement un périmètre et collectif et individuel. Banalisation, uniformisation ? Oui, notre référence, c'est les échanges que nous avons avec nos clients. Donc plus de 40 clients différents, de la toute petite mutuelle à la grande compagnie d'assurance, en passant par des courtiers divers et variés. Ça nous apporte une vision, je pense, assez globale et générale. Et oui, on sent bien que cette recherche de différenciation par la garantie est très difficile à obtenir. Ce qui a été dit, je le partage, mais pas tout le monde peut y accéder, ne serait-ce que pour des raisons financières, simplement. Voilà. Et donc, il faut arriver à trouver une espèce de nouvelle valeur ajoutée, de différenciation. Et on sent bien qu'on a une demande de plus en plus forte d'apport de services vers l'assuré. Pour être objectif, je dirais pas systématiquement pour l'attirer. En collectif, oui, puisqu'il y a souvent des appels d'offres, et donc il faut répondre à l'appel d'offres, et donc il faut attirer, il faut être attractif. En individuel, c'est un peu moins vrai. Par contre, la fidélisation est forte. Et donc les services sont pour nous, plus que tout, un outil de fidélisation, et donc d'apport quelque part de réponse aux besoins de rentabilité, de croissance que peut avoir la mutuelle comme la compagnie ou le courtier. Et c'est ce que nous essayons de faire à la demande de nos clients. Alors à titre exclusif, on va vous donner une information puisque la semaine dernière, nous avons lancé sur notre site l'Assurance en Mouvement une enquête auprès des professionnels de l'assurance justement sur ces questions de la complémentaire santé et des services associés. On leur a posé question banalisation, uniformisation. 82,6%, l'enquête n'est pas encore terminée, mais sur 213 répondants, 82,6% des professionnels évoquent que la complémentaire santé individuelle et collective est très proche de l'uniformisation en termes de garantie et de banalisation. Voilà, vous avez en primeur ces chiffres. Alors si on occulte désormais, au-delà de ces chiffres, l'aspect tarif qui reste quand même très important quand on achète ce type de garantie, quels sont selon vous les éléments qui font la différence aujourd'hui en individuel et en collectif sur ces contrats complémentaires santé? Christian, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Alors, oui, si l'on sort le prix, qui reste malgré tout un élément déterminant, je dirais qu'il y a 3 grands piliers qui vont nous permettre d'offrir une offre de santé de qualité. On l'a dit, tout d'abord, la mise en avant des services. Services à valeur ajoutée, on reviendra certainement dessus au cours de l'émission. Premier point. Deuxième point, c'est un environnement web moderne, accessible, un espace client qui permette effectivement d'accéder à ces garanties, d'échanger avec les différents acteurs du contrat, et également accéder à cette offre de service. Et je dirais que le troisième pilier également, c'est d'avoir un back-office, une gestion d'un très bon niveau, puisque c'est aussi un élément fort, un élément moteur de la qualité. Dominique, votre point de vue sur le sujet? Alors pour moi également, il y a 3 piliers, c'est pas tout à fait les mêmes. Moi je vais répondre en qualité de courtier. Il y a d'abord la qualité du conseil et de l'accompagnement qu'on peut offrir à nos clients. Et pendant le contrat. Voilà, aux clients et aux prospects. Aujourd'hui, les DRH ont besoin de savoir comment ils sont couverts. Est-ce que les salariés de leur entreprise sont bien couverts? Le sont-ils au juste prix? Ils ont parfois besoin de benchmark par rapport à leur secteur d'activité pour être plus attractifs par rapport à des concurrents sur un même secteur. Donc ils veulent savoir comment jauger leur mutuelle qu'ils proposent à des nouveaux entrants par rapport à celle du concurrent. Ensuite, pour moi, ce sont des basiques.
il y a la qualité de gestion, c'est une évidence, mais il faut savoir que les DRH sont attachés à être bien servis par la plateforme de gestion pour des actes tout simples, que ce soit des affiliations, des radiations. Donc pour ça, il y a les outils Internet, les extranets. La gestion, c'est pas un service, c'est un dû. Hein, oui. Qu'un service de gestion fonctionne, c'est le minimum qu'on puisse demander à un organisme complémentaire, non ? Malgré tout, dans une offre que l'on peut faire à un prospect, la signature de la plateforme de gestion a vraiment son importance aujourd'hui. Elle l'a depuis des années, mais ça demeure quand même un critère d'appréciation fort de la part du client de l'entreprise. Et puis les salariés qui ont une quote-part salariale dans le financement de la mutuelle sont attachés également à une gestion qui soit vraiment irréprochable. Et ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, parce que la gestion est quelque chose de plus en plus complexe pour des raisons qu'on verra peut-être tout à l'heure. Le troisième pilier, ce sont les réseaux de soins. Il y a encore 10 ans, ils étaient plutôt méconnus des entreprises en tout cas et des salariés, voire même du marché du conseil, de l'intermédiation. On commençait à s'y intéresser. Les assureurs ont énormément investi, et à juste titre, dans ces réseaux. Et aujourd'hui, dans une offre, on va présenter donc le coût proposé par les assureurs. On va parler de la plateforme de gestion, puis on va également parler du réseau de soins. Justement, voilà. les services santé, puis c'est ce qui nous occupe ce soir. Hein. Je crois qu'on aura peut-être d'autres émissions sur la gestion, etc. Les services santé intégrés à la complémentaire santé. Est-ce que c'est pas finalement un moyen d'augmenter la valeur perçue, en fait, d'intégrer des services santé, j'entends, hein, à la complémentaire santé, Christian ? Oui, clairement, on augmente la valeur perçue et on décuple la valeur de l'offre santé. Mais attention, le service santé doit avoir du sens. Hein. Il doit apporter de la valeur ajoutée, il doit avoir du sens, et il doit également apporter de la différenciation. Je prends par exemple fin 2016, début 2017, Generali a lancé Vitality, qui est un programme qui favorise l'accès au bien-être en entreprise. Et ce programme accompagne les clients notamment dans la prévention de leurs risques. Et on a beaucoup d'entreprises, on y reviendra certainement plus tard, qui aujourd'hui utilisent le programme au quotidien pour animer et rentrer dans une démarche QVT, on va dire qualité de vie au travail, et valoriser en tout cas l'accès au bien-être des salariés. Jean-François, est-ce que les services santé apportent une meilleure valeur perçue pour le client final ? Ou l'adhérent final ? Je le pense. On peut constater aujourd'hui que dans tous les cas, la relation avec l'assureur santé, peu importe son statut, qu'il soit mutuel, courtier, compagnie, est de plus en plus distante. C'est-à-dire que le remboursement est automatisé, le tiers payant devient généralisé totalement. Donc cet acte de remboursement qui est le socle de la garantie est de plus en plus transparent. Et je pense que l'assuré ne voit plus le rôle de son assureur puisqu'il reçoit un virement sur un compte bancaire et c'est tout ce qu'il reçoit. En revanche, on sent bien que l'assuré est en attente de vraiment valeur ajoutée sur sa santé et pas sur le remboursement. Sur son parcours de santé peut-être ? Sur la gestion de son santé, le parcours de soins, le parcours de santé, la santé étant supérieure aux soins en termes d'organisation. Bien sûr. Mais oui, c'est vraiment une attente que l'on sent et c'est là-dessus où la valeur ajoutée perçue va être supérieure. Puisque quand on va s'occuper de quelqu'un, qu'on va l'accompagner dans sa santé, il va se retrouver autrement dans la relation avec son assureur, puisque des sociétés comme Carte Blanche, nous ne sommes que des tiers qui le faisons pour les autres. Et donc notre volonté n'est pas d'être en frontal vers l'assuré, mais d'apporter le bon service à l'assuré. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais pour rebondir sur l'échange qui a eu lieu, les services doivent être efficients. Je dirais que la mode d'il y a quelques années de l'effet marketing, c'est fini. L'effet cosmétique, c'est terminé. Ça sert à quelque chose. Le vrai service. L'assureur n'a plus le moyen de le financer et l'usage doit être là pour l'assurer. Sinon, ça ne marche pas. Moi, je dirais que, en synthèse sur cette question-là, je dirais que la création de valeur est en train de basculer de la garantie sur le service
parce que le service doit être efficient et apporter quelque chose à l'assuré. Alors c'est vrai, Jean-François, que beaucoup d'acteurs de la complémentaire santé commencent à dire qu'effectivement le service peut prendre une part importante dans l'équipement, que ce soit en collectif ou individuel. Mais David, moi j'ai envie de vous poser une question. On a l'impression que beaucoup de gens le pensent, que la notion de service santé associé à la complémentaire santé devient de plus en plus indispensable. Mais concrètement, on voit peu de choses, non? Est-ce que finalement, on n'est pas encore dans les starting blocks sur ce sujet? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-François sur la valeur que l'on apporte au service. Mais pour revenir à votre question, je crois qu'à un moment, les acteurs, qu'ils soient mutualistes ou autres, se sont véritablement inscrits comme étant des acteurs du parcours de soins. Exclusivement du soin, tu l'as bien dit, à un moment, on paye la prestation. Et l'environnement de la prévention du risque était plus ou moins intégré dans la disposition des mutuelles, pour ce que j'en connais. On a une autre démarche aujourd'hui, parce que je pense que cet accompagnement individuel par le parcours de santé, la FNMF le fait. Elle le fait de façon fédérale, au travers les services d'accompagnement mutualiste, par exemple les fameux SAM, les environnements L3 dans les unions territoriales. Ce sont des choses qui fonctionnent, mais elles sont fédérales. Du moins, elles le sont. Mais elles sont à disposition des adhérents des mutuelles. Mais de façon assez anonyme, je dirais. On voit qu'aujourd'hui, cette valeur d'accompagnement est tellement importante dans les mutuelles qu'elles essaient justement, fort bien, de se l'accaparer, de se le faire à son image, à l'image de sa population, et de créer un service qui soit beaucoup plus individualisé et peut-être un peu moins fédérateur. Donc je pense aujourd'hui que les mutuelles et les acteurs de la complémentaire ont besoin de ça. Au regard du premier débat qu'on a pu avoir sur cette fameuse banalisation plus ou moins forte chez certains, mais on a besoin justement d'avoir des critères distinctifs. Qu'est-ce qui va faire à un moment que nous allons apporter quelque chose de plus et d'intelligent sur notre accompagnement? Et ça, je crois que vous l'avez dit aussi, le service pour le service, la qualité du service, son efficacité, bien sûr, sera un environnement économique. Et là aussi, on voit bien aussi que nous, mutuelles, et c'est aussi l'objet des fois de changements stratégiques pour la part de la mutuelle civile de la défense, de se transformer en mutuelle communauté défense, de passer sur un environnement L2, code de la mutualité, porteur du risque santé, sur un environnement L3 d'accompagnement social, d'action sociale. On voit que notre utilité de mutualiste, elle est plus intéressante sur un environnement L3. On est plus proche véritablement de notre environnement d'accompagnement, d'aide à nos adhérents. Et c'est vrai que l'activité L2, banalisée, en plus avec des critères de solvabilité qui sont très contraignants, nous empêche en fin de compte de vivre un peu notre mutualité tant qu'on peut le faire. Et c'est vrai qu'il y a un autre point, et je finis là, c'est la mutualisation. Comment faire en sorte qu'à un moment, ces services d'accompagnement qui demandent beaucoup d'investissement, on puisse justement les financer. Aujourd'hui, c'est impossible pour une mutuelle telle que la nôtre. On s'appuie sur notre groupe, on a la chance d'être dans Ecclesia, et c'est parfait comme ça. Heureusement qu'on s'appuie sur les moyens du groupe, mais heureusement qu'on a les réseaux aussi pour nous permettre de donner justement cette qualité d'efficience et de qualité du service. Ce que vous êtes en train de dire, David, c'est qu'effectivement, les services, oui, dans l'intention, oui, dans l'acte de l'intégrer à la complémentaire santé, oui, mais que le point de réussite ou de passage, c'est la mutualisation de la mise en place. Je pense. Pardon, Jean-François ? Parce que David vient de le dire, ce sont des activités de fort investissement. Ces investissements ne sont quasiment décorrélés du nombre de personnes protégées couvertes. Qu'on le fasse pour 100 000 personnes ou pour 8 millions, c'est pareil, quasiment. Il faut investir la même chose. Après, dans le run, c'est autre chose, mais dans l'investissement, c'est le même. Donc oui, c'est pour ça que des acteurs de taille significative se mettent dans des réseaux de soins pour arriver à partager des coûts qui sont très, très élevés. Donc le principal frein, c'est le coût. Vous partagez cette position, Dominique, le coût de l'intégration des services santé dans la complémentaire santé pour les acteurs du secteur ? Alors, oui et non. Il est évident que les réseaux de soins nécessitent de forts investissements, et ça depuis maintenant de longues années. Ils ont vécu la réforme des contrats responsables, la réforme du 100% santé, donc ce qui nécessite de réinvestir systématiquement pour se mettre d'équerre avec ces réformes. Il y a le RGPD, enfin bref, tout ça devient extrêmement compliqué et ça nécessite beaucoup d'argent. À côté de ça, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de start-up
qui s'intéressent au marché de la santé et qui n'attendent que de pouvoir être reçus par des assureurs. Et je pense qu'il faut du temps. On a du temps, on a des garanties qui se banalisent, puisque c'est ça le thème de ce plateau. Hein. Plus qu'une intention, une nécessité, on a le sentiment qu'aujourd'hui, le service santé, j'entends, s'intégrer à la chaîne de valeur de la complémentaire santé. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement les coûts de setup dont Jean-François a parlé. Il y a effectivement le run derrière qui doit être financé. Il y a l'usage que l'on en fait. Pour Generali, la notion d'accompagnement était un vrai défi. On parlait tout à l'heure du déficit d'information des services. C'est un vrai défi aujourd'hui. On a aussi mobilisé nos inspecteurs collectifs. On a créé des fonctions de type wellness manager, je les salue au passage, qui aujourd'hui accompagnent les entreprises dans la présentation de l'offre servicielle. Donc c'est un vrai investissement. Alors il y a le concept en soi, le service en soi, mais il y a également toute la phase de déclinaison qui pour nous est importante. Et c'est un vrai enjeu pour nos forces d'inspection d'accompagner les courtiers, d'accompagner les partenaires, quitte à aller en rendez-vous avec eux pour justement proposer ces services et faire découvrir l'offre de services. Alors, on va revenir, Jean-François Tripodi, si vous le voulez bien, sur l'aspect concret, hein, puisque j'aimerais bien qu'on soit, au-delà des intentions, un peu plus concret. Vous accompagnez plus de 8 millions de bénéficiaires avec une multitude d'acteurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des petits, des grands, des assureurs, des mutuelles. Vous avez de nombreux services santé à disposition des assureurs pour leurs assurés. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a des services qui sont proposés sur le parcours, comme l'évoquait David tout à l'heure, le parcours de soins, voire le parcours de santé des acteurs de la complémentaire santé en termes de prévention, d'accompagnement ou d'orientation, par exemple ? Oui. Historiquement, les services ont commencé sur des process d'orientation générale et de conseils généraux. C'est fini. C'est fini parce qu'on voit bien que la population attend la réponse à son besoin particulier. Nous, on aime bien dire à carte blanche, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Avec ces 3 critères, on arrive à fournir un service optimal. Et je rajouterai de façon générale le côté immédiateté, parce que c'est la vie d'aujourd'hui, on veut tout avoir de suite, rapidement. On veut tout avoir là-dessus, enfin voilà, c'est comme ça. Je donnerai un exemple qui est d'actualité aujourd'hui. On a parlé du 100% santé. Le 100% santé, c'est un méandre complexe de décisions multiples. Je vais vous le faire en 30 secondes. Vous allez chez votre dentiste et vous avez le choix entre la première molaire et la dernière molaire, si vous voulez pas payer, entre du zirconium ou du métal, selon si vous avez mis un Inlecor ou pas. Je m'arrête là. J'ai perdu tout le monde, a priori, en quelques secondes. Sauf les professionnels que vous êtes, hein, bien sûr. Et encore. Et encore, je ne suis pas certain. Mais donc, voilà, c'est de complexité à toute épreuve. Donc, c'est l'exemple typique d'une réglementation forte qui sature les complémentaires de santé en process, en jour-homme informatique démentiel, en jour-homme de relations clients. Et derrière, nous, on va apporter une réponse. La réponse que nous avons apportée là, c'est de faire un outil de décryptage de devis, puisque la réglementation oblige les dentistes, les opticiens, les orthésistes à fournir un devis normalisé. Et donc, je reviens sur ça, ce fameux petit outil qu'on a tous dans notre poche. Aujourd'hui, à partir du 8 avril, par une simple photo prise comme ça du devis, en temps réel, l'assuré aura bien sûr son reste à charge, parce que c'est ce qu'il attend. C'est important. C'est ce qu'il attend. Mais aussi, il aura l'analyse de la proposition du professionnel de santé, avec un décryptage des produits, avantages et inconvénients, et toutes les possibilités offertes par le 100% santé dans les matériaux, parce que j'ai dit en dentaire, c'est la même chose en optique, les verres peuvent différencier, et donc on va faire toutes les simulations, il aura en temps réel, l'assuré aura en temps réel les choix possibles pour qu'il puisse revenir vers son dentiste, revenir vers son opticien, avec une discussion éclairée, parce que le problème il est là, c'est que quand c'est complexe pour un patient,
c'est quand même moins complexe pour un professionnel de santé. Et donc, de la transparence, de l'efficacité, de l'immédiateté pour accompagner dans le parcours de santé les clients. Vous avez un autre exemple, Christian, concret de services santé associés à la complémentaire santé? Déjà, il y a deux choses. C'est qu'en fait, avec Jean-François, effectivement, on travaille aussi évidemment avec les réseaux de soins et notamment avec Carte Blanche. Et on voit bien également dans le service et l'innovation que Jean-François vient d'évoquer, ce monde de l'industrie 4.0 dans lequel on est rentré, la connectivité, l'accès à l'information, l'immédiateté. Et on s'appuie également sur des réseaux comme bien évidemment Carte Blanche. Et on voit bien que cette offre de service que vous développez correspond bien à l'expertise métier et au savoir-faire. Nous, dans notre expertise métier et dans notre savoir-faire, l'assurance, quand je parlais tout à l'heure, notamment, je reviens sur Vitality, parce que c'est un vrai moteur et c'est un vrai outil de communication et d'amélioration du bien-être. Parce que là aussi, l'assureur est attendu. Il est légitime pour accompagner et puis prévenir les risques. Donc effectivement, on a eu un panel de services. On peut prendre des exemples. Si vous souhaitez, on peut aborder très concret. Rapidement, mais oui. Très rapidement, on est entre le risque prévoyance et le risque santé. On a un drame dans une entreprise. On est vendredi soir, il est 17h. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On nous appelle et le RH appelle son conseil. On parlait du conseil tout à l'heure. Qui nous appelle en urgence. Il faut mettre en place tout de suite un dispositif d'accompagnement psychologique. Le dispositif a été mis en place, il a pendant une semaine fonctionné, il a effectivement permis à l'entreprise de continuer son activité et au bout d'une semaine, effectivement, la pression était redescendue au sein de l'entreprise et je pense que si on n'avait pas mis ce dispositif d'accompagnement psychologique, certainement, l'entreprise n'aurait pas pu continuer son activité et aurait certainement beaucoup perdu en chiffre d'affaires. Donc là, on est très loin de la banalisation qu'on évoquait, de l'uniformisation qu'on évoquait, et on arrive à la fin de cet échange. Donc moi, je vous posais une question commune à vous quatre. Donc effectivement, on a évoqué cette potentielle uniformisation, banalisation de la complémentaire santé. Et en un mot, est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que la chaîne de valeur servicielle de la complémentaire santé ne doit pas s'enrichir, mais très rapidement, des services santé, j'entends, associés et... si vous voulez bien, Dominique, en une minute, puisqu'il nous reste 3 minutes. Alors, on a peu parlé de prévention. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en matière de prévention. Il y a des choses qui existent. Moi, j'aimerais bien envoyer... Donc, en amont du risque ? J'aimerais bien envoyer un signal, en fait, en direction de l'Assemblée nationale, après qu'il soit sorti de la réforme des retraites et du coronavirus. Aujourd'hui, les complémentaires santé sont taxés à plus de 14%. Pas en service. Non, s'il vous plaît. D'accord, mais on pourrait imaginer un allègement fiscal en incitant justement les entreprises et les assureurs à développer la prévention au sein des entreprises pour en récupérer les bénéfices dans quelques années. Voilà. David, est-ce que la complémentaire santé ne doit pas étendre sa chaîne de valeur servicielle sur les services santé ? Si, complètement. Elle doit complètement l'intégrer dans sa réflexion. À un moment où, vous savez, moi je suis dans l'environnement de la fonction publique, mais aussi l'environnement des grands secteurs d'industrie de l'armement. Ce que vous venez d'aborder, c'est au travers du rapport Lecoq, tant sur l'environnement de l'entreprise, tant dans l'environnement de la fonction publique, les complémentaires santé, quand elles sont reconnues à un moment comme partenaires de l'entreprise, partenaires d'un ministère dans le cadre justement de l'obtention d'un cahier des charges, devraient avoir une obligation de prévention, d'action de prévention dirigée justement vers les clients, ce que je préfère moi vers l'adhérent, c'est-à-dire en tout cas vers la population qu'il couvre. Parce que cette notion de prévention aussi, je la mets vers l'environnement de ceux qui sont sans emploi. Comment fait-on ? C'est les retraités. Surtout dans un cadre, un moment aussi, où on sait que le risque de dépendance va arriver. Comment, un moment, on anticipe le risque de dépendance. Comment on fait de la prévention sur le risque de dépendance. Et je pense que les mutuelles, les acteurs de la complémentaire santé, ont un rôle incontournable à jouer sur ce champ-là. Jean-François ? Je crois qu'il faut aussi faire attention au langage. Maintenant, il faut qu'on parle tous de parcours de santé et plus de parcours de soins. Justement parce que la santé comprend la prévention. La prévention, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus de faire, et c'est même devenu notre mission première à côté des réseaux de soins. Nous sommes maintenant, on pourrait appeler quasiment un réseau de services et donc de la prévention. Bien sûr que nous faisons du conseil d'orientation, on a un guide des hôpitaux qui permet de qualifier l'hôpital par rapport à ce qu'on veut faire, on a un guide des médicaments pour aider à l'achat. Mais c'est du concret. Mais c'est du service qui va accompagner déjà un acte de soin. On veut se positionner en avant. Je vais donner du concret, peut-être pour terminer. Nous envoyons des infirmières qualifiées, formées spécifiquement, sur le lieu de travail,
avec des caméras très spécifiques qui vont filmer l'intérieur de la bouche. Ça prend quelques minutes, il suffit d'avoir un bureau fermé en entreprise, sur le poste de travail, un taux d'acceptation qui dépasse 80% des salariés. Ces films, qui sont techniquement de longueurs différentes, sont envoyés ensuite à des gens dentistes dans un CHU pour qu'il n'y ait pas de problème de concurrence déloyale entre dentistes, et un diagnostic est prononcé. Parce qu'on peut voir, grâce à ces films technologiques, s'il y a une carie, s'il y a un déchaussement, s'il y a de la gingivite, etc. Et derrière, l'assuré, le salarié, va recevoir son choix, soit par courrier, soit sur un coffre-fort électronique, un diagnostic pour l'amener à aller chez le dentiste. Et ça, c'est la mission qu'on attend maintenant de nous dans un parcours de santé. Et des complémentaires santé en général. Le mot de la fin, c'est pour vous, Christian. Il nous reste 30 secondes. Donc effectivement, on devient aussi des partenaires santé, tout à fait. C'est l'avenir de la complémentaire santé. C'est aussi l'avenir. Et ce que je dirais, c'est qu'on ne réussit pas seul, on ne réussit pas seul. Et on est tous acteurs autour de la table. On parlait du conseil, on parlait des services à différents niveaux. Justement, de cet apport en valeur ajoutée auprès du client. On l'a rappelé, le paysage a changé. Le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Nos clients ne sont plus les mêmes. Le législateur nous a aidés. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça va finalement au bénéfice du client, et c'est bien là le plus important. C'est une belle conclusion. Les clients qui demandent des garanties, qui demandent des tarifs aussi, puisqu'on ne les a pas évoqués, mais ce n'était pas le sujet de ce plateau, mais surtout qui demandent des services santé, et que les acteurs de la complémentaire santé s'installent dans le parcours de santé et non dans le parcours de soins. J'ai bien synthétisé vos propos, messieurs. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci à vous tous. À très bientôt.